Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. C'est fini le ramadan avec le couteau entre les dents? Ben, j'ai jamais eu de ramadan avec le couteau entre les dents, si ce n'est dans la perception de certains, mais je pense que certains ont pris le temps. C'était en tout cas le but du livre, c'était de rendre accessible une pensée, loin des grandes théories de la pensée de l'intérieur pour le public en général. Alors, pour mieux faire connaissance avec vous, Tarek Ramadan, je vous propose de regarder un petit portrait d'Ali Ribéi qui nous rappelle qu'en France, vous ne faites pas l'unanimité. On regarde. Le Suisse Tariq Ramadan jouit d'un immense prestige en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. Diplômé en littérature et philosophie, il enseigne à l'université d'Oxford. Et il y a quelques années, le gouvernement de Tony Blair l'a consulté sur des questions liées à l'islam. Mais entre Tariq Ramadan et la France, c'est une histoire beaucoup plus compliquée. Ses partisans le considèrent comme un islamologue majeur. J'ai commencé à travailler sur la tradition réformiste parce que je suis de cette tradition-là. Et un philosophe au discours puissant. Je viens d'une famille où ce débat, je veux dire l'exercice de la raison, j'avais des frères, je suis le plus jeune, hein, j'ai débattu très très jeune avec les plus âgés. Pour ses défenseurs, c'est un véritable humaniste. Et pour ses détracteurs, c'est Dr Tariq et Mr Ramadan. Derrière le charismatique orateur se cacherait un communautariste pur et dur qui dissimulerait ses véritables intentions, manipuler certains musulmans. Ses opposants l'accusent de tenir un double discours. Oui, Tariq Ramadan, c'est un peu Canal+, mais jamais en clair. Il faut un décodeur permanent pour comprendre ce qu'il est en train de vous dire. Les uns dénoncent ses ambiguïtés, d'autres un acharnement médiatique, comme en 2003 dans l'affaire de la lapidation des femmes. Attendez. Un moratoire. Attendez, mais laissez-moi. C'est-à-dire qu'on doit pendant quelque temps renoncer à lapider les femmes. Non. Non. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire un moratoire? Un moratoire, ça veut dire qu'on cesse absolument l'application de toutes ces peines-là pour qu'il y ait un vrai débat. Les anti-Ramadan considèrent aussi que c'est un agent infiltré des islamistes en Europe, alors que le philosophe affirme défendre un islam occidental et citoyen. Tariq Ramadan publie un essai où il s'explique sur de nombreuses questions: réforme de l'islam, homosexualité, antisémitisme, place des femmes dans la société. Ce soir, dans Vous aurez le dernier mot, Tariq Ramadan nous dira pourquoi il a éprouvé le besoin d'écrire ce plaidoyer pro domo. Merci Ali. Alors, docteur Tarek et Mister Ramadan, je ne sais pas très bien comment je vais vous appeler, avec ou sans décodeur, hein, parce qu'il y a quand même une histoire de décodeur, il y a un double discours, on vous accuse toujours de ça. Pourquoi, question d'Ali, pourquoi ce plaidoyer pro domo aujourd'hui? Non, parce que, écoutez, au départ, c'est une maison d'édition italienne qui me dit, écoutez, vos grands livres, très épais, les gens ne les lisent pas. À un moment donné, il faut que vous nous donniez... Très sérieux, très universitaire. Exactement, il faut un livre accessible, simple. Et donc, j'ai refusé pendant 3 mois, puis après j'ai réfléchi, je me suis dit, effectivement, il faut le faire. C'est-à-dire les grands thèmes qui sont les miens et qu'on cesse de me lire par l'intermédiaire de X, de m'interpréter par l'intermédiaire d'Y et qu'on aille directement à la source. Et ce texte-là est un texte de clarification. Vous avez tellement besoin qu'on vous aime, Tariq Ramadan? Non, j'ai besoin qu'on comprenne. C'est beaucoup plus sérieux que ma personne. C'est pas du tout une question d'ego, c'est une question de société. Aujourd'hui, on est en France, mais dans toute l'Europe, dans une vraie question de l'avenir, c'est-à-dire de vivre ensemble, c'est-à-dire de se comprendre, d'aller au-delà de nos peurs. On est aujourd'hui traumatisé par la peur, on devient hystérique par rapport à nos peurs, la nouvelle visibilité de ceux qui nous apparaissent comme des étrangers, et on est obsédé par des questions de sécurité. Je crois qu'à un moment donné, ce que j'essaye de faire, c'est de bien montrer qu'au-delà de mon intime conviction qui part d'un jeu, il y a une vision pour l'avenir qui est à partager avec une société. C'est ça que j'essaie de mais faire. Vous n'avez pas la naïveté de croire quand même que vous allez convaincre d'un coin seul avec un livre tous vos détracteurs, c'est pas possible. Non, il n'y a absolument pas. Pour moi, ceux qui sont convaincus que j'ai un double discours n'entendront dans ce que je dis que ce qu'ils veulent entendre. Et c'est pour ça que je dis souvent, il n'y a pas vraiment de double discours, il y a une double audition. Alors, certains ont une audition sélective. Donc je ne vais pas convaincre tout le monde, mais il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas lu, qui ne savent pas, qui ne voient pas ce qui est en train de se passer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de traduire sur le terrain, à partir de l'expérience et sur le plan intellectuel, les réalités quotidiennes. Alors, la thèse du livre, c'est qu'on peut être à la fois américain et européen et musulman.
Hein. Complètement. Cette idée qui... Culturellement, religieusement, il n'y a pas d'incompatibilité. Mais plus profondément encore, philosophiquement, en termes de valeurs, en termes de finalité, en termes de citoyenneté... est soluble dans la démocratie. Mais c'est même pas une proposition que je fais. Je dis, regardez, au lieu de nous arrêter à nos perceptions qui font du musulman l'autre qui ne s'intégrera jamais, regardons les chiffres et regardons les réalités quotidiennes aujourd'hui. Vous avez des millions d'Européens de confession musulmane qui parlent les langues européennes, qui respectent les lois européennes, qui vivent au quotidien. Et aujourd'hui, à eux, on est en train de le dire, mais quand est-ce que vous vous intégrerez? Parce qu'en fait, on est en train de culturaliser, ce que je dis, islamiser des questions qui ne sont pas du tout de cet ordre. La réalité en Europe aujourd'hui, c'est qu'on a un vrai problème avec des questions sociales. Et nos politiciens aujourd'hui, qu'ils soient de gauche ou de droite, ils ne connaissent plus leur société, ils ne connaissent plus leurs citoyens. Ils parlent au nom de citoyens dont ils ne connaissent plus les réalités. Et aujourd'hui, c'est des questions d'emploi, c'est des questions d'habitat. Il faut réconcilier les politiques avec la politique et qu'ils ne cessent de nous parler de... Une fois la burqa, une fois le foulard. Votre discours est de plus en plus politique, hein, Tariq Ramadan. Il a toujours été politique. Il a toujours été politique sur les questions politiques et il est religieux sur les questions religieuses. Alors aujourd'hui, celui qui ne mélange pas les genres, c'est moi. J'ai en face de moi des politiciens qui, parce qu'ils n'arrivent pas à répondre à des questions politiques que je leur pose, disent ah mais vous, Monsieur Ramadan, vous êtes un islamiste. Il y a quelque chose moi qui m'a frappé dans ce livre. Vous allez dire c'est un point de détail, mais c'est votre position sur les écoles coraniques. Vous êtes pour le service public à l'école, contre les écoles coraniques. Non, enfin carrément contre, hein, page 80, il y a des phrases sur la question de l'école islamique, mais moi je suis un produit de l'école laïque. Vous êtes laïque finalement, mais personne ne le savait. Mais il faut qu'on se mette d'accord sur ce que ça veut dire laïque, ça veut dire respecter la loi républicaine, respecter le cadre. Ce que je demande au gouvernement français, mais comme à tous les gouvernements européens, c'est d'appliquer la loi telle qu'elle est égalitairement pour tous. Le problème aujourd'hui, c'est que... Vous êtes contre l'école coranique. Moi j'ai lu ça, page 80. Non mais il faut faire attention, école coranique où on enseigne le Coran, ça c'est des écoles... qui sont confessionnelles ou pendant le week-end, ça existe. L'école, qui est l'école islamique parallèle au système qui serait le système d'État, pour moi, je comprends que certains arrivent à cette solution-là, mais je pense que ce n'est pas la solution de l'avenir. La solution de l'avenir, c'est l'école pour tout le monde, avec des droits égaux pour tout le monde et un enseignement commun pour tous. C'est ça l'avenir de nos sociétés. Alors, il y a aussi autre chose qui m'a frappé, c'est quand vous définissez, vous dites, voilà, moi je suis suisse de nationalité, je suis égyptien de mémoire, je suis marocain et mauricien d'adoption, parce que j'ai lu, et puis je suis musulman évidemment de religion. Et dis-moi, vous avez tout pour être français en fait, là, non? Ce mélange. Oui, mais ce que j'ai toujours dit, c'est que moi j'ai... Qu'est-ce que vous attendez là? Parce que vous aimez beaucoup la France. J'aime beaucoup chez nous. J'aime beaucoup la France. Votre femme est française, vos enfants sont français, pourquoi pas vous? Non, je veux dire, j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup cette culture-là. Ce qu'on m'a fait comprendre assez rapidement, c'est que je ne serais pas forcément le bienvenu à cause d'un certain nombre de je veux dire. Non, mais qui Non, je veux dire des officiels et des politiques. Je veux dire, votre actuel président de la République, avant un débat en 2003, a dit Tariq Ramadan, je vais le pulvériser. Dieu merci, ça va, il n'y a pas de pulvérisation à l'horizon, mais c'est ça, c'est ce discours-là. Ça aurait été différent peut-être. Je ne sais pas, en tout cas ça aurait été la disparition voulue, mais je pense qu'aujourd'hui on a des politiciens où dans le débat critique sur ces questions-là, ils évitent les vraies questions. Ils évitent des questions fondamentales. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est de pouvoir dire, ce pays-là, la France, elle a une tradition. Elle a une tradition littéraire, elle a une tradition de pluralisme, elle a une tradition de droits humains. Et qu'aujourd'hui, un certain nombre de politiciens sont en train, et d'intellectuels sont en train de trahir cet héritage-là au nom d'une vision extrêmement étriquée, en pensant qu'il pourrait être français, il faut s'assimiler, il faut perdre sa diversité culturelle. Oui, mais attendez, vous faites beaucoup de pas quand même dans cette direction-là. Il y a autre chose, par exemple, à propos des femmes. Il y a une phrase aussi qui m'a frappé. Vous dites l'islam n'a pas de problème avec les femmes, mais il apparaît clairement que les musulmans en ont souvent avec elles, les femmes. Bien sûr. Vous savez, c'est quoi ce problème? Ça veut dire que les musulmans ont un problème spécifique avec les femmes? Non, les musulmans ont un problème avec beaucoup d'éléments qui concernent leur tradition et à plusieurs niveaux. La compréhension des textes et la diversité des interprétations. Et parmi ces éléments-là, effectivement, une question tout à fait sensible, c'est la question des femmes. Et en tant que musulman parlant de l'intérieur, l'islam n'a pas de problème avec les femmes. Mais on ne peut pas ne pas reconnaître. Et c'est pour ça que j'appelle mes co-religionnaires à avoir un esprit critique, un regard critique sur non pas simplement l'idéal des textes, mais l'incohérence de nos pratiques. Parce qu'aujourd'hui, dans les sociétés majoritairement musulmanes... La femme doit être l'égale de l'homme. La femme doit être l'égale de l'homme. Aujourd'hui, chaque fois que la femme a l'accès à la
à l'éducation, à l'accès au travail social, elle fait mieux que les hommes. Je vais même vous dire une chose. Aujourd'hui, pour rendre les sociétés majoritairement musulmanes et les communautés musulmanes meilleures qu'elles ne sont aujourd'hui, on a un vrai travail à faire avec les hommes. On a un vrai problème, une crise identitaire parmi les hommes, beaucoup plus que parmi les femmes aujourd'hui. Tariq Ramadan, une autre phrase, c'est du Ramadan dans le texte, sans décodeur. Hein. J'ai lu, vous dites qu'il est anti-islamique d'imposer le foulard à une femme. Alors, les hommes qui imposent le foulard à leurs femmes, parce qu'il y en a, sortent de l'islam. C'est bien ça que ça veut dire. Ils ne respectent pas un acte fondateur, c'est-à-dire que porter un foulard, une tenue vestimentaire comme prier, c'est un acte de foi. Et l'acte de foi, par définition, il ne peut jamais se faire sous la contrainte, ni d'un père, ni d'un frère, ni d'une famille, ni d'une société. Raison pour laquelle il n'y aura jamais de double discours et il n'y en a jamais eu sur des questions qui sont fondamentales comme sur des questions qui sont secondaires. J'ai dit et pris position sur l'Arabie Saoudite ou sur l'Iran qui impose aux femmes de porter le foulard en disant mais qu'est-ce que c'est que cette société, ce gouvernement qui, au lieu d'éduquer les gens à être libres, leur impose la bonne façon d'être musulmane. Vous vous rendez compte, il y a quand même des gens qui doivent se dire ce soir en regardant la télévision en direct, mais qu'est-ce qu'il a changé, Tariq Ramadan? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Non, mais c'est pas que Tariq Ramadan a changé. Il faut quand même qu'on place les choses dans l'histoire. Et vous avez suivi ces 6-7 dernières années, où à un moment donné, oui. mais oui, à un moment donné, sur un débat avec à l'époque, il était ministre de l'Intérieur. On a eu une campagne où on s'est arrêté à un mot, vous l'avez recité, le moratoire, et on en a fait un plat en disant « Tariq Ramadan, regardez ce qu'il demande ». On n'a même pas entendu ce que j'ai dit, on n'est même pas allé au bout de mon raisonnement. Alors ça, c'est une première étape. Et ensuite, il y a eu ces propos rapportés. Et quand je voyais des journalistes, je dis « Mais qu'est-ce que vous avez lu ?» Ah, mais on google mon nom, on va sur Internet. Et je vais vous dire une chose, le seul journaliste qui est venu, 2 journalistes sont venus avec moi pendant une semaine sur le terrain et ils m'ont vu parler à des musulmanes et des musulmans et on dit pendant que dans les salons parisiens, c'est sorti dans le Boston Globe aux États-Unis, on dit de Tariq Ramadan que c'est un antisémite, la journaliste dit je l'ai vu devant 5000 musulmans pendant le mois du Ramadan dire que l'antisémitisme était anti-islamique. Elle est venue avec moi 5 jours. Moi ce que j'ai comme journaliste aujourd'hui en France, c'est quelqu'un qui vient un soir et il rentre au journal et il dit ce soir Tariq Ramadan a tenu des propos modérés. Ça veut dire, hier soir, j'y étais pas, demain soir, j'y suis pas, mais ce soir, reste avec moi, viens la veille et reste le lendemain. Alors, une question, évidemment, vous le savez, Nicolas Sarkozy pratique l'ouverture à gauche. Imaginons, par exemple, qu'il vous propose une mission, là, pour faire avancer les choses, vous seriez prêt? Non. Non. Non, non, je serais prêt à un débat critique sur le fond. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le président Sarkozy nous a annoncé d'extraordinaires choses pour changer la France. Au-delà de la question du religieux et au-delà de la question de ce qui compte sur la pluralité culturelle, il y a aujourd'hui, en France, des situations qui sont inacceptables dans les banlieues de ce pays où on n'a rien fait depuis qu'il est président. Vous passez carrément au discours politique. Non, mais c'est un discours. Oui, non, non, attention. Quand je dis qu'il ne faut pas islamiser la question sociale, j'en viens à la question sociale. Je dis, mais qu'a-t-on fait dans les banlieues? Vous allez finir par faire un parti politique, Tariq Ramadan? Non. Lancer des idées politiques, ouvrir le débat, participer à un débat critique et de dire aux citoyens... La logique, c'est de devenir français. Pour vous, enfin, devenir citoyen français et puis de... Non, mais je vais vous dire une chose. Une des choses qui a motivé le fait que je ne devienne pas français, c'est justement pour ne pas prêter de confusion ou d'idée que j'aurais la volonté d'être le porte-parole d'un mouvement politique ou même des communautés musulmanes. Je n'aurai jamais ce rôle-là. Je ne suis pas un porte-parole. Je suis un intellectuel et quelqu'un qui pense de l'intérieur. Une question aux citoyens suisses, Tariq Ramadan. Il y a toute une polémique à propos de l'affaire Roman Polanski. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? L'attitude de la Suisse a été très critiquée par les milieux artistiques français. Qu'est-ce que vous avez pour assurer la défense de la Suisse? Je ne sais pas si face au flot des critiques. Non, vous savez... Des élites. Moi, je pense qu'à partir d'un certain moment, quand on a fait quelque chose de cette nature-là, il faut que la justice s'exprime. Et que, de ce point de vue-là, j'en veux à la Suisse de s'être tue devant... Longtemps avant, d'accord. Non, longtemps avant. Non, mais de s'être tue devant le président
libyen et d'avoir fait des excuses alors que son fils a maltraité 2 servantes et de s'être excusé de cela. Ça n'est pas une attitude digne. Il fallait rester clair. Terrible, hein, c'était pas clair. Et de ce point de vue-là, par rapport à Roman Polonsky, comme avec n'importe qui, il y a une justice qui doit s'exprimer. Mais je pense que de l'avoir fait à ce moment-là pour des calculs politiques, c'est de la petite politique. Je préfère un gouvernement qui reste fidèle à des principes qu'un gouvernement qui fait plaisir à un moment donné parce que ça le sauve de relations qui sont conflictuelles avec les États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez en tant que musulman de l'affaire Frédéric Mitterrand? Vous l'avez suivi forcément? Non, moi je pense que ce qui en a été fait, cette espèce d'hypocrisie de venir après coup l'attaquer, n'était pas une bonne chose. Je veux dire, ce qu'il dit dans le texte, je veux dire, au bout du compte, le tourisme sexuel, c'est oui ou c'est non. La condamnation du tourisme sexuel doit être absolument claire. Et en son âme et conscience, au-delà du jugement que l'on peut faire, qu'on arrête nos hypocrisies pour jeter au banc quelqu'un et de faire de la petite politique. Je suis désolé, à un moment donné, la gauche a essayé de mettre la droite à mal en utilisant un ministre. C'est pas digne. C'est pas digne. Et ce texte-là, il est apparu avant. Je trouve indigne ceci. Mais ma position sur le tourisme sexuel, ma position sur le fait qu'on aille en Thaïlande est une chose qui est une condamnation absolue. Vous soutenez Frédéric Mitterrand, vous venez de le soutenir là. Je soutiens, oui, non, je soutiens sa position-là, d'appel à la dignité des gens. Je crois qu'il avait raison de ce point de vue-là, mais je n'aime pas du tout l'utilisation des personnes pour de basses manœuvres politiques et politiciennes. Je pense que ça, c'est la chose la plus mauvaise que l'on puisse faire. Et j'aimerais bien, en l'occurrence, laissez-moi terminer sur ce mot-là, j'aimerais bien que même sur les questions de culture et de religion, on cesse aujourd'hui en France, entre la gauche et la droite, d'utiliser l'islam comme le tapis sur lequel on place l'autre partie dans une situation difficile. Il faut qu'on se réveille avec un tout petit peu de dignité. Il faudrait bien que les politiciens de ce pays se rendent compte que s'ils continuent à utiliser l'immigration comme un épouvantail. Je veux dire, écoutez, qu'on termine sur cette question sociale, parce que moi, ça me révolte de voir comment la France traite les immigrés, comment on les traite, mais sans dignité, les gens qui sont sans papier, sans documents. Et puis, aujourd'hui, on apprend le nouvel esclavage. Même à la RATP, il y a des gens qui sont sans papier. Mais vous allez revenir nous voir quand vous annoncerez votre candidature à la présidence de la République française. Ça n'arrivera jamais. Je reviendrai vous voir pour un prochain livre, jamais comme candidat. Alors, Tariq Ramadan, je renvoie à votre livre « Mon intime conviction » aux presses du Châtelet. Alors, le livre est épuisé. Il y a un nouveau tirage le 21 octobre. Il ne sera pas en librairie avant. Alors, en tout cas, je renvoie donc à Mon intime conviction dans les bonnes librairies, de retour dans les bonnes librairies le 21 octobre. Merci Tariq Ramadan. Merci à vous. Place maintenant à la secrétaire d'État Nathalie Kosciusko-Morizet.